de vous accueillir dans cette belle salle. Et je disais tout à l'heure à Yassi qu'il y a 2 ans, on s'y était retrouvés pour un débat sur la démocratie en Amérique. Et je me souviens que ce débat, évidemment, avec une assez grande intensité, se déroulait le 11 septembre à 11h. Voilà. Aujourd'hui, je me présente, je suis Michel Bazin, je suis un libraire de province du sud de Lyon, comme une plus petite librairie que 1000 pages. Je suis très heureux d'animer cette rencontre. Je vais d'abord vous présenter tous nos invités, en commençant par Julian Brave Noisecat. J'ai peur d'écorcher son nom. Alors, il appartient à la Kanim Lake Band. C'est en Colombie-Britannique. Alors, je ne vais pas faire un cours de géographie, mais comme on n'est pas très bon en France, la Colombie-Britannique, c'est complètement à l'ouest. Et puis après, vous avez l'Alberta. Voilà, je pense que c'est important de donner quelques petites notions. Il est journaliste dans plein d'endroits, le Huffington Post, et en particulier avec une organisation qui s'appelle 350.org. Et en particulier, il s'occupe des problèmes d'environnement et de changement climatique. Vous allez sur son site qui est extrêmement bien fait. Vous allez trouver plein de choses, des articles du Guardian, de Indian Country Today. Voilà. Et d'ailleurs, comme Gyasi Ross, qui lui-même... Alors, j'ai sauté Cowboy Smith, mais je vais y revenir. Gyasi Ross, qui est, lui, avocat, écrivain, journaliste, qui appartient à la tribu des Blackfeet au Montana. Alors, il a 2 livres qui ne sont pas traduits. Si vous étiez hier, Francis en a parlé, donc espère qu'à 1000 pages, il pourra les avoir. Ces 2 livres m'ont traduit. Il y en a un dont j'aime beaucoup le titre, c'est « How to say I love you in Indian ». Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de traduire, mais quand même, peut-être je le fais pour les quelques non-anglophones. Comment dire « je t'aime » en indien. Voilà. Cowboy Smith, donc, qui est ici. Alors, il s'appelle Cowboy Smith, je crois que c'est un peu en hommage à Malcolm X. Et lui est artiste, réalisateur, producteur. Il fait partie de la tribu des Blackfoot de l'Alberta. Ah, vous voyez, Colombie-Britannique, Alberta, vous voyez où vous situez. Il est très engagé dans l'éducation et la défense de la culture traditionnelle. Et puis en 2015, et si vous étiez là hier après-midi, vous avez pu en voir quelques images. Il est le fil conducteur d'un documentaire en 6 épisodes qui lui est consacré. Ça s'appelle Elder in the Making. Et j'espère qu'on pourra voir ce documentaire bientôt en France, parce que là aussi, malheureusement, il n'est qu'en anglais. Et puis, il est fondateur et le programmateur des conférences qui s'appellent Red Talk, donc à la télévision. Je suis allé voir, c'est des petites pastilles de quelques minutes, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis, le francophone de la table ronde, Éric Plamondon, qui est né au Québec, mais qui vit en France. Hein. Alors, lui, il a publié plusieurs romans, et celui dont on va parler un peu aujourd'hui, c'est celui que je tiens à la main, qui s'appelle Takawan, avec un saumon qui a envie de carrément sauter de la page pour aller, je pense, rejoindre la liberté. Et c'est peut-être par lui que je vais commencer, puisque c'est un roman qui est basé sur des faits réels, qui se passent en 1980 précisément. Alors là, on est plus à l'est, entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, et c'est une histoire dont vous allez dire 2 mots dans
dans la tribu des Restigouches, c'est ça? C'est le fait historique qui ouvre le roman. C'est donc une descente policière ordonnée par le gouvernement québécois le 11 juin 1981, où il y a 300 policiers qui vont débarquer sur la réserve de Restigouche de la Première Nation des Micmacs, au sud de la Gaspésie, pour leur interdire de pêcher le saumon comme ils le font depuis des millénaires, en disant qu'ils mettent en danger la quantité de saumon dans la rivière. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Micmacs pêchent à peu près 3 tonnes de saumon par année, mais que les chalutiers au large de l'Atlantique en pêchent 35 000 tonnes par année, mais eux autres ne sont pas dérangés. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé tout à fait formidable. Et c'est l'occasion de poser la première question à chacun de nos invités. Le débat, c'est sur l'environnement, donc le Canada et l'environnement. Et c'est vrai qu'il y a énormément à dire. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, il y a beaucoup de journaux, et Le Monde en particulier a fait des reportages qui montrent un peu la difficulté. Là, je vais encore faire quelques petits rappels pour bien préciser les choses. Le Canada, c'est vraiment un pays qui est 10 provinces et 3 territoires, 10 millions de kilomètres carrés. Alors, c'est le deuxième pays le plus vaste après la Russie. 36 millions d'habitants. Et puis, ça, ce sont des chiffres qui sont importants. Il y a 32 000 ou à peu près de lacs et réserves d'eau. Et c'est la plus grande réserve d'eau du globe. Et les Amérindiens, ils sont là depuis très longtemps, depuis 15 000 ans. Et par ailleurs, c'est, comme vous l'avez... Alors ça, c'est pas la peine de vous donner l'information, c'est le pays qui a toute sa frontière avec les États-Unis. La première question que je voudrais poser, ça concerne justement, est-ce que cette situation de l'écologie actuellement, est-ce que vous avez le sentiment que la littérature, le cinéma et tous les arts en général peuvent contribuer à une prise de conscience de ce problème? On va commencer par Gyasi. Ou par Eric. Non, vas-y Eric, commence. Ben oui, ma réponse c'est oui, la crise environnementale, parce que quand on parle d'environnement aujourd'hui, c'est pas pour parler de ce qui va bien, c'est pour parler de ce qui va mal. C'est une agression contre la nature. Donc les arts, la littérature en général doivent en parler, doivent faire émerger ces problèmes-là. Je dis pas que ça va tout régler, mais c'est effectivement une partie du problème. Et puisqu'on parle d'environnement, je lisais justement ce matin dans Le Devoir, le journal Le Devoir à Montréal, qui disait que les caribous du nord du Québec sont en train de disparaître. En 1996, il y avait une horde de caribous de 800 000 bêtes dans le nord du Québec. Aujourd'hui, il en reste 5 000. Si on ne parle pas de désastre, s'il ne faut pas faire quelque chose aujourd'hui, on se dit, mais on ne fera jamais rien, là. Your specific question, oui. I've worked on that this weekend. Go ahead. La réponse courte à la question, c'est oui. Et je me suis entraînée tout le week-end pour dire ça. You may see the shirt. You've seen other people wearing the shirt because I was peddling shirts. Storytellers. Storytelling is the most powerful tool in the world. It literally has the ability. We talked yesterday about how within Blackfoot, within Piikani culture, there is no delineation between history, present, and prophecy. All of those are encountered in exactly the same story. The ability to tell the story is the ability to plant a seed, like Inception. I think that was filmed here, that movie with Leonardo DiCaprio. Yeah, it was a good movie. And to plant an idea and to prophesy, this is something that's going to come to be. And just as an example, I don't want to talk long, but just as an example, or a couple of examples, one of my favorite
books is written by a guy named Martin Delaney. And it was a story, it was written in 1851 in the United States. And that's when slavery was still going on. Martin Delaney was a black American he was a free man, free black man. And he wrote about something that was considered the first work of black science fiction. It was called Blake or the Huts of America, 14 years before the end of slavery, 1865. And it was about nothing more controversial than a free colony of black people. That's it. And they were like, oh, God, that's science fiction. That's Han Solo. That's Luke Skywalker. This is some deep shit. And he planted a seed. Maybe these people can govern themselves. All of the stories that I'm most attracted to are the most audacious stories in the world. Imagine a car that runs on water, on hydrogen, on something other than fossil fuels. Imagine these stories where we can actually power things on the Blackfeet Reservation, where we have Class 5 wind with sustainable means of energy. Those are audacious stories. That's science fiction right now in 2018, but in a short period of time, all of that's left for us to do is actually do it and fulfill that prophecy. Donc vous avez vu le t-shirt que je porte et vous avez vu d'autres qui le portent aussi parce que je l'ai distribué un petit peu partout. Donc hier, on a déjà un petit peu parlé de l'importance pour les Blackfoot de ne pas faire de séparation entre le passé, le présent et l'avenir parce que tout fait partie d'une même grande histoire. Et pour moi, le fait de conter des histoires, c'est l'outil le plus puissant qui existe. Parce que raconter une histoire, c'est comme planter une graine. Je crois que c'est ce qu'on dit dans le film Inception, que vous avez peut-être déjà vu, qui est un super film. Bref, mais donc, c'est la capacité d'annoncer une prophétie. Je vais vous donner un exemple. Un de mes livres préférés qui a été écrit par Martin Delaney en 1861 aux États-Unis, donc pendant l'esclavage. C'était un homme noir libre et qui a écrit ce qui est maintenant considéré comme le premier ouvrage de science-fiction écrite par un noir. Qu'est-ce que c'était que ce livre? Qu'est-ce qu'il racontait? Mais tout simplement l'histoire d'une colonie de Noirs libres. Alors pour tout le monde à l'époque, c'était Star Wars, hein, c'était absolument incroyable et improbable. Mais voilà, il a planté sa graine et peut-être que c'est grâce à ça un peu grâce à ça qu'aujourd'hui, ils sont libres. Et moi, ce que j'aime plus particulièrement, ce sont les ouvrages, les histoires les plus audacieuses. Imaginez une voiture qui marcherait à l'eau, à l'hydrogène, où on n'aurait pas besoin d'utiliser de carburant fossile, où on utiliserait, par exemple, les vents qui traversent nos réserves, par exemple. Aujourd'hui, c'est de la science-fiction, aujourd'hui, en 2018, mais peut-être que dans quelques temps, ce sera une réalité. Il ne tient qu'à nous de mettre tout ça en place. Merci beaucoup. À vous. To answer your question, oui. Yeah, man, absolutely. I mean, we need help from the filmmakers, the journalists. We need help from, you know, the social media butterflies who flutter around on Twitter and Instagram and stuff like that. I mean, we all have an intention to protect the environment. And if we can articulate complex scenarios and find a way to express that, you know, in a very, you know, meticulous way in literature, in film, and, you know, even animation and virtual reality. I mean, there's so many platforms that we have that we didn't have 50 years ago. And, you know, the cool thing about being indigenous is we've got like a global network. Like we're connected to the people in New Zealand, in Maori, in you know, all over Asia, all over Africa, all over South America. And it's like a global family because the one thing that ties us all together in our cultures is the environment. We all have a connection to, you know, the frequencies of the land, and we express those frequencies in our culture, in our dances, in our regalia, our artwork, definitely our languages. We are the voice of the land. So in Canada, you know, there's a big pipeline issue that's happening all over the States as well. And, you know, people think of like, you know, activists as protesters and,
all this disruptive stuff. But really, you know, at the end of the day, we're just trying to remind everybody, remind the rest of the world that, you know, we only have this one planet, and our ancestors had the foresight to tie all of the elements of nature into our cultures. So therefore, we became symbiotic with nature. There is no separation between us and nature, and all of our renewal ceremonies every year, as each cycle passes through, is a reminder to the new generation that, you know, we have a lot of work to do, and we have to continue this line of stewardship. So we as artists have an opportunity to align the intention globally and bring awareness to this very important cause, protecting our Mother Earth. Donc, moi aussi, la réponse à la question, c'est oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a besoin de l'aide de tout le monde, des journalistes, des écrivains, des réalisateurs de films, de tous ces papillons des réseaux sociaux qui voltigent entre Twitter, Instagram, évidemment parce que tout le monde a la même intention de protéger notre planète. Et si on arrive à exprimer un scénario complexe de façon très précise dans la littérature, dans les films, même dans la réalité virtuelle, toutes ces nouvelles technologies qui n'existaient pas encore il y a 50 ans, alors on arrivera à quelque chose. Il faut comprendre que nous, en tant que peuple autochtone, avons un réseau mondial. On est connecté aux Maoris en Nouvelle-Zélande, en Asie, en Afrique, en Amérique latine également. On a vraiment une famille mondiale. Et qu'est-ce qui nous relie en fait? C'est justement l'environnement, parce qu'on est relié aux fréquences de nos terres. Et on l'exprime dans notre culture, dans nos danses, dans nos rituels, dans notre langue, évidemment. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de tous ces problèmes avec les pipelines qui sont en train de traverser nos réserves. Et on nous voit souvent comme des manifestants ou des activistes. Mais en fait, la seule chose qu'on est en train de faire, c'est de rappeler au monde qu'on n'a qu'une seule planète. Et nos ancêtres étaient suffisamment prescients et suffisamment conscients de cette importance pour faire une symbiose entre la nature et notre culture. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre nous et la nature. C'est la même chose, c'est un tout. Et dans chaque cérémonie que l'on met en place au début de chaque nouveau cycle, c'est pour rappeler aux nouvelles générations cette importance et l'importance de continuer ce travail. Donc nous, en tant qu'artistes, ce qu'on fait, c'est justement d'essayer d'aligner les consciences et d'essayer de porter à la conscience l'importance de notre mère nature. Julian? Yeah, no, I agree with the sentiment of all my co-panelists. Obviously, I think the hope is that you know, writers, authors, other people can have an impact on the environment. Unfortunately, I think often actually words don't have as much power as we would hope. And I think when we're talking about Canada, we have to acknowledge a very specific set of reasons why words don't have the power that we would hope that they should. Firstly, Canada was a nation founded on the academic term is settler colonialism, but it was founded upon the colonization and erasure of Indigenous peoples. There's the First Peoples of Canada. The say that we have on how we relate to the environment was brutally erased from the political questions of the day. That's issue one. Issue two, there's a very famous political economist from the University of Toronto almost 100 years ago. His name was Harold Innis. Harold Innis. He wrote, his most famous work was this book called The Fur Trade in Canada. And what he wrote about in the fur trade in Canada was what was called the Staples, quote unquote, Staples thesis. And it was about how Canada developed around the extraction of specific natural resources, that Canada had a specific national history and national identity precisely because it was rooted in the extraction of timber, the extraction of cod in the Atlantic,
the extraction of furs and a few other sort of mining resources, et cetera. But that Canada is fundamentally, is actually in some ways quite unique as a first world country, a highly developed country that is also rooted in the extraction of resources. And I think that those two realities, the reality of colonialism, the reality of an economy, a national identity in many ways, that's rooted in the extraction of natural resources, makes it incredibly difficult for the many voices in Canada, Indigenous and non-Indigenous, rising for environmental justice, to actually make a difference. And ultimately, the reason behind that is because words, unless they have people behind them, unless they have people showing up in the streets, people voting, people doing the things that actually influence levers of power, are not as powerful as they should be. Je suis bien évidemment d'accord avec mes co-panélistes là, on espère tous que les auteurs et que les autres créateurs peuvent avoir un impact positif sur les questions de l'environnement. Mais hélas, je pense que le pouvoir des mots reste limité. Et au Canada, il y a des raisons bien précises pour cela. Pourquoi est-ce que les mots restent impuissants dans notre pays? Tout d'abord, le Canada est un pays qui a été fondé par les colons. C'est un pays basé sur la colonisation. Et cette colonisation portait avec elle la négation des Premières Nations et de leur vision de l'environnement. Et nos voix n'ont jamais été entendues lorsqu'il s'agissait d'une vision pour l'environnement, pour le développement du pays. Et la deuxième raison tient de l'économie du pays. Et là, je citerai un économiste de l'Université de Toronto, Harold Innes, qui a écrit une thèse très importante sur le commerce de peau au Canada. Et cette thèse démontre que l'économie du Canada est basée sur, en fait, on pourrait dire l'industrie ou les industries extractives en quelque sorte. Les ressources naturelles du Canada étant principalement le bois, le morue et les peaux, avec d'autres ressources. Mais cela fait que le Canada est unique parmi les pays développés dans le sens où son économie a été fondée sur les industries extractives, comme on voit dans des pays normalement du tiers-monde et non pas dans le monde développé. Donc pour ces deux raisons, l'histoire de la colonisation et puis une identité enracinée dans l'extraction des ressources naturelles, les voix des peuples natifs, des premiers peuples ou d'autres personnes qui voudraient défendre l'environnement ne peuvent pas se faire entendre dans ce paysage politique. Et moi je dis que les mots, c'est une chose, mais s'il n'y a pas des personnes derrière, si les personnes ne se manifestent pas, soit en allant dans la rue, soit en votant aux élections, les mots restent sans puissance. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, puisque chacun d'entre nous a vu des reportages, a lu des articles qui montrent à quel point le Canada est confronté, surtout depuis les années 60 et encore plus 70, à un grave problème de pollution environnementale. Alors, c'est les gaz de schiste, c'est les sables bitumineux, c'est les mines à ciel ouvert, la déforestation, les projets de pipeline. On a vu hier qu'il y avait des projets qui étaient heureusement arrêtés, mais d'autres qui malheureusement n'ont pas pu être arrêtés. Et pour vous donner une petite idée de l'importance dramatique du problème, vous avez 3 gisements de sable bitumineux qui couvrent une superficie de 142 000 km². Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait presque un tiers du territoire français. C'est la superficie de l'Angleterre. Voilà, donc moi j'aimerais que chacun de nos invités réagisse par rapport à ça et se demande si effectivement, donc on a vu, on est bien conscient que la littérature ne peut pas, ou le cinéma, même s'il y a de plus en plus d'artistes qui s'engagent
aux côtés des Amérindiens en particulier, mais pas seulement. Quels sont les moyens qu'on peut justement donc, mettre en place pour lutter contre ça? Éric. Les moyens qu'on peut mettre en place. Je pense que Julian vient de le dire. Enfin, il faut effectivement que des gens s'impliquent physiquement. Je lisais encore dans le même journal que je vous ai parlé tantôt. C'est des élections en ce moment au Québec et le premier ministre qui dit l'environnement, oui, mais pas avant l'économie. Et on se dit, mais voilà, ce qui est terrible, c'est que nous autres, enfin, si on est là, c'est un peu parce qu'on est d'accord avec cette idée-là, mais il y a encore devant nous, de l'autre côté de la barrière, c'est presque incompréhensible de se dire, mais ils ne comprennent pas. Moi, à un moment donné, je dis dans Takawan, les Micmacs, ils savaient que s'ils pêchaient trop de saumon pendant une année, l'année d'après, il y en aurait moins. Puis s'ils pêchaient moins de saumon toutes les années, à un moment donné, il n'y en aurait plus. Mais ils ne le faisaient pas. Puis l'homme blanc arrive, et puis lui, il met un barrage dans la rivière au moment de la montaison, puis il pêche tout ce qui passe. Il arrache tout, comme tu dis. Là. Il extracte tout, mais ça fait 2 siècles qu'on fait ça, et qu'on n'a pas... Enfin, effectivement, ça continue. Et quoi mettre en place, quoi utiliser, je ne le sais pas. C'est pour ça aussi, je reviens, moi, malheureusement, j'ai que les mots pour déjà en parler. Je pense qu'au moins, déjà d'en parler, c'est quand même un premier pas. Voilà. Pendant des années, on a ignoré ce problème-là parce qu'effectivement, surtout au Canada, on avait tellement de nature, c'est tellement bien que les grosses compagnies ont fait tout ce qu'ils voulaient. Je veux dire, quand on va dans l'Abitibi, on peut monter très haut dans le nord du Québec, on dit « Ah, c'est beau, il y a de la forêt partout », mais il faut savoir que les compagnies forestières laissent des bandes d'à peu près 200 mètres le long des routes pour pas qu'on voit autour toute la déforestation qu'ils ont faite. Et c'était d'autant plus facile qu'il y avait très peu de monde. Ben oui, il y avait voilà. Bien sûr. Merci. What can be done? First, I'm not Canadian. My folks, the Nitsitapi, the Piikani, are the same people as cowboys who's designated legally as a Canadian, but our people are pre-Canadian. Our people are pre-American. Those borders don't exist. We're the same people. And ultimately, smoke, pollution, fire does not stop at the border. It doesn't say, oh shit, there's a border, I'm gonna stop right there. I suppose all these questions are very much global. And in that vein, I go back, default to, there's a theme here, storytelling. And we have to be more audacious with our stories. We've redefined progress to the point where just not affirmatively doing damage, just not affirmatively killing something is now considered progress. That's considered progressive thought. That's not progress. We have to be audacious in our storytelling. Talking about another salmon incident, one of my uncles, his name is Uncle Billy Frank. Every single person in here should know about him. If you have a notebook, write him down. If you have a pad, or a phone, type it in. Uncle Billy Frank. And he was a storyteller even though he never wrote. But he was a man who was so committed to his story of preserving salmon and ensuring that native people could fish salmon just like we've done for tens of thousands of years, that he was willing to go to jail to tell that story. And when he went to jail the first time, they said, okay, no, so what? Nobody's paying attention. Then he went to jail again, then he went to jail again, then he went to jail again. 52 times he went to jail to tell his story. No, we have a right to do this. We need to preserve the salmon, we need to make sure our resources there, and we need to make sure that we have access to it. He was committed to that story. He was audacious in that commitment to that story. And eventually, he ended up changing the law of the land. Case went all the way to the Supreme Court, the United States. Won that case. Changed the law, this little tiny native guy.
ended up posthumously, after he died, getting a Presidential Medal of Honor because he was committed to his story. So I do believe in the power of one person. I believe in the power of a small story to become a big story if a person is truly, truly committed to that. And regarding environmental travesties and environmental catastrophes, if some person, some group of people, small group of people is truly committed to that story, I believe we have all the leverage in the world to be able to tell that story through the mechanisms that Cowboy talked about, through the internet, through social media, through filmmaking and books. And if we're willing to tell that story, it doesn't have to happen during our lifetime. But it will happen, I assure you. There's plenty of models to show that. Alors, que faire déjà, la première chose, c'est que je ne suis pas canadien. Je suis Piikani, de la tribu des Blackfeet, comme Cowboy ici. En fait, de toute façon, nos tribus prédatent le fait d'être canadien ou américain. Il y a eu une frontière artificielle qui a divisé notre nation, mais voilà, donc ça c'est juste pour dire, la pollution de toute façon ne s'arrête pas à la frontière, c'est vraiment une question qui est mondiale et qui concerne absolument tout le monde. Et donc, pour répondre à la question, eh bien, ma foi, j'en reviens au fait de conter des histoires. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut qu'on soit plus audacieux dans l'histoire que l'on raconte. Aujourd'hui, on a redéfini le progrès comme étant quand, par exemple, on ne détruit pas quelque chose, quand on ne tue pas quelque chose. Or, c'est pas ça, être progressiste, pas du tout. Donc, il faut qu'on soit plus audacieux dans ce qu'on raconte. Je vais vous parler d'un de mes oncles. Donc oncle Billy Frank. Donc si vous avez un bloc-notes ou un téléphone, notez son nom, tout le monde devrait le connaître, cet homme, il est absolument incroyable. Donc lui, il racontait son histoire, il racontait beaucoup d'histoires alors qu'il n'a jamais écrit. Et il voulait tellement préserver ce droit de pêche du saumon pour notre peuple, un poisson qu'on pêchait depuis des milliers, des millions d'années, qu'il a raconté son histoire au risque d'être emprisonné. Ce qu'il a été, évidemment. Donc la première fois, il a été emprisonné, personne n'en a entendu parler. Mais c'est pas grave, il a continué à raconter son histoire. Et puis une deuxième fois, il a été emprisonné. Et puis une troisième fois. En tout, il a été emprisonné 52 fois et il a continué à raconter son histoire, malgré cela. Et à tel point qu'il a réussi à changer la loi en vigueur. Son histoire, c'est une affaire qui a été jusqu'à la Cour suprême, la cour la plus haute des États-Unis. Et il a réussi à changer le droit pour que nos peuples préservent cette ressource et continuent à avoir accès à cette ressource qui était si importante. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est que vraiment cet homme a eu le courage de raconter une histoire vraiment très audacieuse. Et au final, il a réussi à changer cette loi. Et à titre posthume, il a d'ailleurs reçu une médaille d'honneur pour le travail qu'il a accompli. Donc c'est pour vous montrer qu'une petite histoire peut devenir quelque chose d'immense. Si on est suffisamment engagé pour une cause, même si on est un tout petit groupe ou même une seule personne, alors on aura suffisamment de force pour continuer à en parler via les différents médias que Cowboy a déjà énoncés, c'est-à-dire l'Internet, les médias sociaux, les films, la littérature, peu importe. Et ce n'est pas grave d'ailleurs si les choses bougent après qu'on soit parti. On s'en fiche, ça finira par arriver. So I make movies, you know, I write stuff, I make stuff, I move through space and time like any other big, beautiful Blackfoot would. And, you know, one of the limiting things about literature and film and everything is it takes time. This film that we kind of showed the trailer of yesterday, I made this documentary called Elder in the Making, and we addressed the eco side of the bison. That was the staple of our culture, our food, our ceremony, our clothing, our shelter. And when that was wiped out, that caused all kinds of problems that were supplemented by colonial violence and starvation. And of course, the smallpox epidemics that we had to deal with where, you know, over 70% of our population was wiped out between 1820 and 1877.
So there's an urge and urgency, and I think, you know, writing a book takes years, making a movie takes years. So I recognize that this is a bit of a problem, you know, especially when something like a big pipeline comes up, like Standing Rock. You know, we need to turn around the message quicker than what a big production would allow. So this is one of the reasons why I created this platform called Red Talks, it's Red X Talks, like TED Talks, but way cooler than TED Talks, because, you know, it's the indigenous version and we're speaking from the land. And I always tell people, we've been doing Red Talks in our smokehouses, in our potlatches, at the Sundance, in our ceremonies for thousands of years. This is nothing new to us. We come from an oral tradition. And I wanted to continue that, the beauty of that, the power of that, and the prolific nature of that by creating this platform where people can just speak their truth. We can turn it around much quicker than a full production of a book or a film. And, you know, so far, we've had a great response. Like, I'm going to Berlin tomorrow, actually, to try and line up a Red Talks program. We want to bring Red Talks here to France. I'm going to Scotland after that. And, you know, this is a great opportunity for Indigenous people and our allies, our non-Indigenous allies and accomplices, to support narratives that, you know, prevent more environmental destruction. Our next Red Talks is in Toronto, and it's aptly titled Sustainable Futures, and we're bringing people from North and South America to speak about the different sustainable energy projects they're working on, which includes hydro and solar, geothermal, and wind energy as well. And I think what's going to happen in Canada is a bit of a mono economy. It really relies heavily on its oil industry. And when the oil industry crashed, because of everything that was going on with OPEC, a lot of people lost their jobs. A lot of, like Jassy said yesterday, there's a crisis with middle-aged white North American men who are kind of caught up in this existential moment where they have two choices. You know, they submit to their hunger, and a lot of them are committing suicide. This is happening all over Canada and the States. In the midst of all of their privilege and power, they still can't find their way. They can't find their spirit or and that's because they've done so much damage to the land. So, you know, I think it's important to even just make a tweet. A tweet doesn't take that long, 140 characters. I think it's way more than that now. But we have to continue to pound away at the message because the young people are listening, they're watching, and they're going to be around much longer than the rest of us. So we have to keep pounding the pavement, literally pounding the pavement to let the earth grow from underneath it, and continue to protect this earth because it's the only one that we have. Alors moi je suis réalisateur, j'écris toutes sortes de choses, je change d'espace-temps comme n'importe quel magnifique Blackfoot. Donc le problème c'est qu'il faut du temps pour faire des films, il faut du temps pour écrire un livre. Si vous étiez ici hier, vous avez vu des extraits de Elder in the Making, un film que j'ai coproduit, et dans ce film on parle du bison, de la disparition du bison qui était essentiel pour nos tribus. C'était un moyen pour nous de nous sustenter. On utilisait le bison dans nos cérémonies, on l'utilisait pour s'habiller, pour se loger aussi. Et finalement, on a essayé d'éradiquer le bison pour nous éliminer. On a eu droit à la violence coloniale, il y a eu des épidémies. Entre 1820 et 1877, 70% de notre peuple a été éliminé. Et donc, bon, on a les films, on a la littérature, mais le problème, c'est qu'il faut du temps. Vous avez entendu parler
des pipelines qui traversent les pays. Vous avez entendu parler de Standing Rock. Donc il faut un moyen plus rapide de dénoncer ces messages que les films ou la littérature qui effectivement prennent du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de mettre en place les RED Talks. Donc ça s'écrit RED avec un X à la fin, Talks. Donc c'est exactement le même modèle que les TED Talks, sauf que c'est 10 fois mieux, évidemment. Donc ce sont des autochtones qui parlent, et ils parlent de leur terre et ils parlent la vérité. Donc, en fait, les Red Talks, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours, ça fait partie de notre tradition, c'est des choses qu'on a fait pendant les potlatch, pendant nos cérémonies, pendant la danse du soleil, enfin bref, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais c'est un moyen de poursuivre cette tradition si prolifique, mais de manière plus immédiate. Ça permet de dire la vérité de façon beaucoup plus rapide que le temps qu'il faut pour créer un livre ou un film. Demain, d'ailleurs, je vais aller à Berlin pour essayer de mettre en place les Red Talks là-bas. Puis ensuite, je vais aller en Écosse. On essaie de voir si on ne peut pas les faire également en France. Et donc, on a besoin de l'aide de tout le monde. Donc, on a évidemment les peuples autochtones, mais on a aussi des alliés non autochtones, des complices. Et il faut qu'on se mette tous ensemble pour éviter que l'on continue de détruire l'environnement. La prochaine conférence Red Talk aura lieu à Toronto sur le sujet d'un futur durable. Alors des gens de toute l'Amérique du Nord vont être présents et vont parler de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'hydraulique, du géothermique. Il faut savoir qu'au Canada, on a vraiment une économie qui se base uniquement sur le pétrole. Et évidemment, quand il y a des crises de pétrole et il y a des pertes d'emploi, Jassy parlait hier de cette crise qui est vraiment très très présente au Canada et aux États-Unis, d'hommes blancs de la quarantaine, cinquantaine, qui, malgré leur pouvoir, malgré leurs privilèges, se suicident. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu leur âme, en quelque sorte, à force de détruire l'environnement, de détruire leur terre. Même un tweet, c'est quoi ? Quelques centaines de caractères. C'est hyper rapide. Et il faut continuer à bombarder ce message, parce que les jeunes, ils nous écoutent et ils seront ici bien après notre départ. Donc il faut continuer. Donc, avec ces messages, il faut continuer à fouler cette terre, notre mère nature, parce qu'on n'en a qu'une. Okay, I'm about to get very wonky. I'm going to give you guys all a crash course in North American energy, politics, and economics. Are we ready for that? I realize this is a literature festival, but I'm going to get in there. Okay. All right, let's do it. Okay, so the tar sands. First thing, the tar sands is a unique oil patch because it's called the tar sands for a reason. And that is because our image, probably for all of you, of how we extract oil is there's an oil rig that does that pendulum thing, moves in a circle, extracts the oil. The tar sands is actually different. The biggest way in which they are extracting oil from the tar sands is with giant, kind of hard to fathom, industrial mega shovels. In the tar sands, they don't pump the oil so much as they literally scoop the oil out of the ground. That's the first thing to know, is that the tar sands is a fundamentally different oil patch. And because you're scooping the oil out of the ground, it's actually cheaper this scooping action, because you're just scooping, is cheaper than other forms of oil extraction. So first thing. Second thing, I'm going to do 4, so this is number 2. Because it is tar sand, it's bituminous sand, you need to separate the muskeg and the dirt from the bitumen, the stuff that actually makes the money, the stuff that runs, that creates energy. In order to separate those two materials, you basically have to steam it. You have to blast it with steam. It's an incredibly energy-intensive oil refining process.
Consequentially, the tar sands is one of the dirtiest forms of energy in the world. It takes an incredible amount of energy to get a barrel of tar sands oil compared to a barrel of oil from Saudi Arabia. That means that its climate impacts, the climate impacts of the tar sands are actually way bigger than the actual physical size of the oil patch and its footprint within the energy market. That's two. Number three, oil is a fundamentally incredibly difficult industry to fight because oil is a money maker for the government. Alberta ran, the province of Alberta ran its first budget surplus after oil was struck in Hardisty, Alberta. Right now, there is an NDP government in Alberta, which is almost the equivalent of like the Democrats winning in Texas. Excuse my French, but that shit doesn't happen very often. And despite that fact, despite the fact that a progressive government, basically what is a third party in Canada, runs Alberta, they're still hooked on the oil. And it's because oil makes money. Money pays for, you want to build schools, you want to have public transportation, you want to build hospitals. Oil will pay for that. Look at Venezuela. Venezuela is a classic example. Okay, that's three. Oil makes money, and it's addictive because of that. Number four, where the tar sands are in Canada is landlocked. It's in, you guys probably know North American geography enough that you know that Alberta is not, there's no ports in Alberta. It's in the middle of the country. So in order to get that oil to global market, because it's not just Canadians who need the oil, it's increasingly Americans and now the Asian market in China, et cetera, you gotta get that oil to a port. That creates an issue because you cannot, firstly, it's dangerous to put the oil onto railroad cars. Railroad cars, we saw what happened in Quebec a number of years ago. In the activist community, we referred to when they ship oil by train, we call it a bomb train because it's a very dangerous way of shipping oil. And so you need to build infrastructure like pipelines in order to get that oil to market. So to sum those four things up, you have a highly addictive revenue source for governments. At the same time, you have, specific to the tar sands, a very cheap point of extraction, but an expensive, comparatively, shipping cost to get that oil to market. And this is where it all comes together. The way that you can intervene in that system, because microeconomics, I'm sure a number of you have studied economics, microeconomics says once I build infrastructure to sell my oil, I'm going to keep selling the oil until even if I'm losing money, I'm going to keep selling the oil because it just makes economic sense. Selling the oil makes more sense than not selling the oil, even if I'm taking a loss on it. The way in which fundamentally you could intervene in this situation and actually have an impact is to stop the creation of infrastructure that gets that cheap producing but expensive to export oil to market. You stand in front of the pipeline and you say, no, this is a democracy. We do not want this pipeline going through our communities. That's what First Nations are doing in British Columbia. They recently won a major court case against the Trans Mountain Pipeline, and that's what communities are doing throughout North America.
because fundamentally, nobody wants oil in their water. This is a key element to fighting climate change. Almost every single climate-oriented solution that we have, a carbon tax, cap and trade, is about the demand side of the energy economy. It's about the decisions that consumers make. It's about the way that we consume oil. There's an entire side of the energy market related to supply-side issues. The production of oil, where it's made, how we lease that land, I could go on, that we fundamentally do not touch as though it's not there. We need to start thinking about energy issues differently. And the people who are on the cutting edge of thinking about energy and climate change differently are indigenous peoples. And it's not just sort of the romantic, closer to nature thing. It's actually strategically really frickin' smart, and I just told you why. Bon, on va se lancer. Oui, That's all right. j'en Non, mais profite. c'est très clair ce que vous dites. Ouais. C'est- Non, j'en profite pour saluer la prouesse de nos deux interprètes que je vous demande d'applaudir. Alors, et je donne évidemment leur prénom, c'est Grace qui traduit Juliane et Marie qui, elle, a la rude tâche de traduire les deux autres. Merci beaucoup. Bon, on va y aller. C'est extrêmement technique, à mon avis, mais c'est très clair. Et bien que ce soit un festival de littérature, on va se lancer un petit peu dans une discussion de l'économie liée à l'environnement. Donc, premièrement, on va parler des sables bitumineux. Alors, quand vous imaginez l'extraction du pétrole, vous imaginez souvent un puits avec le balancier, le bruit que ça fait et tout ça. Mais l'extraction du pétrole de ces sables est très différente. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, essayez d'imaginer une énorme pelle qui vient enlever toute la matière. Il ne s'agit plus d'extraire le pétrole du sous-sol, mais carrément d'enlever toute la terre pour pouvoir exploiter le pétrole qui s'y trouve. Cette technique est très peu chère et c'est une technique qui est particulière, mais qui ne coûte pas beaucoup. Ça coûte beaucoup moins d'argent de prélever comme ça toute la matière que d'aller chercher le pétrole en sous-sol. Deuxièmement, une fois qu'on l'a extrait ou enlevé toute cette matière, il faut séparer la partie qui est exploitable, le bitumen, de tout ce qui est non désirable, de toutes les autres matières qui se trouvent. Pour ce faire, on va utiliser un système d'injection de vapeur à très haute pression et c'est une technique qui demande énormément d'énergie. D'ailleurs, c'est la technique de raffinage pétrolier qui est le plus gourmande en consommation énergétique. Donc, la production du pétrole à partir des sables bitumineux est une production extrêmement énergivore et très, très sale. Donc, l'impact sur l'environnement est encore plus important que l'impact de l'extraction par les puits de pétrole que l'on connaît. Troisième point. Le pétrole et la production pétrolière créent une dépendance économique pour les gouvernements. Par exemple, dans la province d'Alberta, nous avons un surplus budgétaire depuis qu'il y a eu la découverte du pétrole sur le site d'Ardesty. Nous avons maintenant un gouvernement progressiste à Alberta. Imaginez, c'est comme s'il y avait Barack Obama est élu au Texas. C'est impensable et pourtant ça s'est passé, mais
ils ont beau être progressistes, ils n'arrivent pas à se défaire de cette dépendance des revenus de la production pétrolière. Car le pétrole, ça veut dire l'argent. L'argent pour le gouvernement, ça veut dire pouvoir construire des écoles, financer des hôpitaux, etc. Regardez le Venezuela, c'est un cas d'étude. Quatrième point. Les sables bitumineux se trouvent dans des parties du Canada qui sont enclavées. Vous voyez bien, dans l'Amérique du Nord, l'Alberta n'a pas de port, ne se trouve pas en bord de mer, n'est pas sur la côte, mais au milieu du pays. Donc, une fois qu'on a enlevé cette matière de la terre et qu'on a extrait les parties intéressantes de toute cette terre qu'on aura remuée, alors il faut transporter le pétrole. Il faut qu'on puisse le vendre aux États-Unis, en Chine et ailleurs dans le monde. Et c'est extrêmement dangereux de le transporter par chemin de fer, par exemple. Je pense que vous vous souvenez de l'accident terrible qu'il y a eu au Québec il y a quelques années. Nous, on appelle ces trains qui transportent ces sables, ce pétrole, on appelle ça des bombes carrément, car c'est extrêmement dangereux. Donc, comment faire pour transporter ce pétrole? Eh bien, on va construire des pipelines. Et ça permet au pétrole d'arriver au marché. Alors, je reviens à mes 4 points. Il y a donc une dépendance budgétaire sur le pétrole, pour l'argent du pétrole. Ce n'est pas cher d'extraire du pétrole par le biais de ces sables bitumineux, mais c'est extrêmement compliqué, dangereux et cher de transporter le pétrole ainsi exploité. Donc, ce qu'il faudrait faire pour intervenir, pour protéger le climat, c'est changer notre point de vue. En microéconomie, vous voyez que l'infrastructure existe pour permettre l'exploitation et la vente de ces produits pétroliers. Même si on doit les vendre à perte, du moment où l'infrastructure est là, on va continuer à exploiter le pétrole. Donc, pour avoir un vrai impact, il faut arrêter de construire ces infrastructures. C'est comme ça que nous allons pouvoir arrêter l'impact de cette exploitation sur l'environnement. Et c'est ce qui se passe actuellement dans nos communautés de peuples premiers. Et là, dans un élan démocratique, les peuples disent non, nous ne souhaitons pas que nos territoires soient traversés par ces pipelines. Personne ne veut trouver du gaz de schiste ou du pétrole dans son eau potable. Il faut dire non, c'est que si on intervient au niveau de cet élément clé qui est l'infrastructure. C'est comme cela que nous allons combattre le changement climatique. On a parlé des taxes carbone, du marché du carbone, mais ça, c'est intervenir sur le côté demande. Moi, je dis qu'il faut intervenir sur le côté offre, c'est-à-dire la production. Il faut changer le système de production, il faut refuser la mise en place de ces infrastructures qui permettent l'exploitation de ces sables bitumineux notamment. Et je dirais que les peuples premiers, les peuples indigènes sont vraiment à l'avant-garde pour l'interdiction de la mise en place de ces infrastructures qui permettent à ces systèmes ultra polluants de continuer à exister. Merci Juliane de cet exposé d'une extraordinaire clarté. Pour rajouter encore une couche, c'est le cas de le dire, une couche de sable bitumineux, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'idée, c'est quand même pour le Canada que ce pipeline, cet oléoduc, comme vous voulez, il aille jusqu'au Pacifique. Parce que le problème du Canada, c'est que 80 ou 95% de ses échanges, c'est avec les États-Unis. Il a envie d'aller, comme Juliane l'a dit d'ailleurs, sur les marchés de la Chine et de l'Extrême-Orient. Donc on voit à quel point c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des images de Fort McMurray. C'est une ville qui a poussé comme ont poussé les villes au moment de la ruée vers l'or. Là, c'est la ruée vers l'or noir. Et là, on assiste à une forme de dévastation non seulement écologique, mais une dévastation, je dirais, culturelle, parce qu'on a ces types qui débarquent là-bas pour gagner énormément d'argent,
ils y vont avec des 4x4, ils vont faire la bringue, ils vont faire en sorte qu'il y ait des véritables réseaux de prostitution. Et à côté de ça, donc c'est très compliqué pour les Amérindiens de résister au fait qu'il y a des retombées. C'est ce que disait Julian, c'est-à-dire que ils vont faire des écoles, ils vont faire des centres sociaux, ils vont faire des stades de hockey. Alors moi, la question que je voulais poser à chacun d'entre vous, c'est est-ce que parce que là, il y a vraiment urgence, hein, Julian le dit, on a vraiment notre terre est menacée, pas seulement le Canada. Nous ici, nous sommes évidemment fortement impactés par ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il faut mettre en place des programmes d'éducation? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que il y a quelque chose? Parce que évidemment, ces programmes d'éducation, ils sont d'autant plus fondamentaux que c'est l'avenir de ces enfants qui est en jeu. Eric. Well, I really want to speak English since everybody speaks English so well here. Non, je vais me traduire moi-même. Je pense que si on va... Enfin, l'heure d'avant, j'étais ici sur une table ronde qui parlait de révolte. Et si on va jusqu'au bout du processus, c'est là qu'on en arrive, de toute façon. Il faut agir vite et fort, mais il y a heureusement, comme au Canada, des victoires au niveau de la Cour. Mais d'un autre côté, le gouvernement canadien, justement, par rapport à l'Alberta, à un moment donné, il y avait une compagnie privée qui voulait s'occuper de ce pipeline, mais comme c'était une compagnie privée, ce n'était pas légal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le gouvernement canadien a racheté la compagnie pour 400 milliards de dollars pour que ça devienne légal. Donc là, après, c'est reparti en cours. Mais tu vois, en face, il y a vraiment... Voilà, l'adversaire en face, je pense qu'il faut sûrement trouver ce qui a été dit avant, des nouvelles manières. Il faut penser autrement pour trouver des manières originales de pouvoir gagner. La question, c'est quoi faire encore? Quoi faire? C'est au niveau de l'éducation en particulier. Par rapport aux enfants, par rapport... Je prends mon micro, quoi. Yeah. Education programs are important. It's very important to know what the strategies are, what the consequences of our actions at current uses are. All of those are very important. But I think that I think generally we know. I think generally people are willfully ignorant toward the consequences of our actions. There's a long history that's been created by capitalism of future pain for current gain, where we're willing to mortgage the future for the sake of our short-term benefit. And I think that's a outcome as the result of rampant capitalism. So to your specific question, if education is in any way a balm or a cure, and I don't think that's what you were asking, but just as shorthand, no. I think that there are, there's no, it's another word I've been working on, voila. There's no magical spells, there's no magic bullets for this. It's going to take a multi-tiered approach. Number one is to, I think, be in solidarity with the folks who are doing work, 350.org, other organizations around the world, other individuals around the world who are actually sacrificing their bodies to stop pipelines. That's a big deal.
And if we can't be there physically, then contribute. And that means contributing monetarily, that means sharing tweets, sharing Facebook. All those things have impact. I also like the strategy of incremental. We all do our little tiny part. That is that, I mentioned this last night, take a day out of every month and turn off your power. Don't turn on the TV. Don't drive your car. And I think that ultimately that does have value. I believe, once again, I'm an idealist. I believe in the power of one person's story. I also think on a much broader and less tangible level, that all of this is the byproduct of people who don't know where they come from. These are largely, in Canada, white settler people who don't feel connected to the land and thus don't feel any vested interest in that land. Because if you don't know that land, I don't owe that land. I repeat that. If I don't know it, then I don't owe it. There's a reason why they ship people into these places in order to do the work. They have no vested interest. And so I think largely all of us have a vested interest. There's a reason why Native people are at the front lines of thought regarding protecting the earth. It's because we've never moved. Because we do know the land. This is our land. And so I would encourage everybody to try to figure that out. Who were you before you were Parisians or Vincentians or French or Europeans? These titles tend to separate you from the land, that relationship, because all of us have that indigenous relationship at some place. And instead to say, okay, who was it? Who are the people that were before me that had that connection? Where did that connection get lost? And try to reconnect with Earth, because I truly believe that will give a different perspective and a different vested interest. Not just a passing interest, but a vested interest in the survival of the Earth. Alors oui, les programmes d'éducation sont importants. Oui, il est très important que les enfants et les jeunes apprennent les stratégies et soient conscients des conséquences de nos actes de consommation actuels. Mais j'aurais tendance à dire que, de manière générale, les gens savent et choisissent donc d'être ignorants quant aux conséquences de leur mode de consommation. Et puis, je pense qu'il y a aussi une longue histoire créée par le capitalisme qui veut que il y aura peut-être des douleurs à l'avenir, mais tant qu'on profite à l'heure actuelle, c'est tout ce qui compte. Autrement dit, si on met en péril notre avenir, qu'importe, tant qu'on puisse conserver notre confort actuel. Ça, c'est vraiment le résultat d'un capitalisme débridé. Donc, je sais que ce n'était pas tout à fait la question, mais est-ce que les programmes d'éducation sont un baume ou une solution? Non. Alors, voilà, c'est un autre des mots français que j'ai appris ce week-end. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de magie. Je crois que la seule solution, c'est en fait de trouver des solutions multiples. Premièrement, être solidaire. Travailler avec des associations 350.org ou autres, ou soutenir les gens qui tentent d'arrêter ces pipelines avec leur corps. Et si on ne peut pas participer physiquement, alors participons d'une autre manière. Contribuons soit de façon monétaire, soit en postant des tweets ou en postant des messages sur Facebook. Chaque petit geste a un impact, j'en suis convaincue. Ou alors, comme je le disais déjà hier, faites votre petit geste. Essayez, par exemple, un jour par mois, d'éteindre la lumière, d'éteindre l'électricité, de ne pas allumer la télé, de ne pas utiliser votre voiture. Je suis convaincue que ça a du sens, que ça a de la valeur. Alors je sais, je suis un idéaliste et je suis convaincue que chaque
petite histoire individuelle est extrêmement puissante. Donc on peut chacun faire un petit geste et ça a un résultat. Et de façon plus générale, j'aurais tendance à dire que c'est aussi ce qui arrive aujourd'hui, le résultat de la chose suivante, à savoir que les gens aujourd'hui ne savent plus d'où ils viennent. Et là, je fais référence aux colons blancs qui se sont installés là et qui n'ont plus de lien à leur terre. Ils ne se sentent pas investis personnellement. Parce que si on ne connaît pas sa terre, alors on ne lui doit rien. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on amène des gens par bateau pour les faire travailler sur place. Ces gens-là ne sont pas investis, ils ne viennent pas de là-bas. On devrait tous se sentir investis. Et si nous sommes à l'avant-garde en tant que peuple autochtone, c'est parce que nous ne sommes jamais partis. Nous la connaissons, cette terre, c'est la nôtre. Et donc, je vous engage tous à essayer de vous reconnecter à votre passé. Qui étiez-vous avant d'être parisien ou vincenois ou français ou européen? Parce que ces étiquettes ont tendance à nous séparer de notre terre. On a tous, quelque part dans notre passé, cette relation autochtone directe avec la nature. Donc, qui étaient ces gens avant nous, dans nos ancêtres, qui avaient ce lien, qui avaient cette connexion à nos terres? À quel moment est-ce que ce lien a été rompu? Comment se reconnecter à cette terre, justement, de façon à pouvoir à nouveau se sentir investi? Je parle bien d'un investissement actif pour que notre terre survive. I'm going to teach you a Blackfoot word now, okay? So we're learning new languages here. Kikukyayusin. Say that, Kikukyayusin. Kikukyayusin. And the elders tell that to the young people all the time. Kikukyayusin. And what that means is be wisely aware of your surroundings. And when you have that mentality, that mindset, that you're constantly considering your environment, like literally just this room right here. And one thing that I'm wisely aware of right now is that all of us in this room, all of you good folks here in Vincennes, you know, we're never gonna have this again, this moment right now. This will never happen again. Even if we all showed up here next year, the same time, every single one of you, when we all sit up here, we all rock these sweet shirts of Jassie's shirt. We're never going to have this again. This is the first and last time this is ever going to happen. That's a memory in motion. This is a powerful moment. This is a ceremony we're having right now, a knowledge transfer, you know, the renewal of our feedback loops, these stories. And I want to just echo what Jassie was saying, you know, every little bit helps. I mean, why are you all here today? Like, why are you here today? You know, I want to brag a little bit right now, because we're very humble people. The most humble, the Blackfoot, most humble in the land. I'm going to brag right now. Every time I speak at a lot of schools, my Red Talks programs, we go all over Canada, around the world. I'm on a winning streak of a complete like sellout crowd. So for my whole life, everything I've done from the little nativity play I did in kindergarten, Christmas pageant, all the way till now, has been a sellout crowd. And you look around this room, you see a couple empty seats, but I guarantee you every one of those seats is full of one of your past loved ones, the people that you care about, your grandparents, your parents, you know, your relatives, and they're here listening. They're here, you know, hoping that you'll walk away today and feel inspired to do something. And it doesn't take much, you know, a tweet, a retweet, print out something that's been translated from Canada or some other part of the world in French and share it. You know, take these stories and tell them again. That's the point, you know. Good story, well told. That's so very important. And, you know, I just want to stop and say, Kikukyayusin, be wisely aware of your surroundings, because this is a powerful moment in history, and we'll never have it again.
So when you leave, like, go out there and find out what's going on, you know? Follow my peers here on Twitter and stuff. They're posting and tweeting and sharing articles all the time. And I'm sure there's a way to translate that here in France. But every little bit counts, and just know that, you know, we're always, everywhere we go with, now there's a rise with like Indigenous awareness, indigena, the frequencies of the land. They're sending us messages. In Ottawa, the capital of Canada, just last week, there was a tornado. I've never heard of that in my life. I've never ever heard of a tornado at the capital. Like, that's not tornado, that's not the Midwest, it's not Kansas. Mother Nature is sending us big warnings. Mother Nature and these big incidents, the hurricane that's happening in the United States, North Carolina, these are harbingers of truth. And if we don't start listening, we're not going to have these types of rooms anymore. We're not going to be here sharing knowledge. It's a very serious thing. And that's why the elders always tell us, Kiko Kyayusen. Alors, puisqu'on en est à apprendre des mots, voici un mot que les anciens répètent encore et encore aux jeunes générations. Gekokayusen. Ce qui veut dire « soyez sages et pleinement conscients de votre contexte, de ce qui vous entoure ». Littéralement ici, ça veut dire être conscient de cette salle dans laquelle nous sommes. Par exemple, moi en ce moment, je suis très conscient du fait que ce que nous sommes en train de vivre, c'est unique. Ça n'arrivera jamais plus. Même si on se retrouve ici l'année prochaine, que vous revenez tous, que nous revenons tous, que nous nous réasseyons tous au même endroit, ce ne sera pas la même chose. Même si on porte les mêmes t-shirts magnifiques de Jessie. Ce qui est en train de se passer là, c'est un souvenir qui est en train de s'écrire, c'est une mémoire qui est en train de s'écrire, c'est un passage de connaissances, c'est une cérémonie. Et je voudrais faire écho à ce que Jessie a dit à l'instant, chaque petit geste compte. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui ? Il y a une raison. Alors maintenant, je vais me vanter un peu parce que, comme vous le savez, nous sommes une nation particulièrement humble. Donc, je fais des Red Talks, je parle dans les écoles, je vais un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, je vous garantis, je fais ça le comble. Depuis que je suis à la maternelle, depuis les fêtes d'école jusqu'à aujourd'hui. Toujours, ça le comble. Alors ici, aujourd'hui, il y a peut-être 2-3 sièges vides en apparence, mais je vous garantis que ces sièges, ils sont occupés par vos parents, vos grands-parents, des membres de votre famille qui sont ici par l'esprit et qui vous écoutent, qui nous écoutent et qui espèrent que quand vous quitterez cette pièce, vous serez inspirés, vous aurez envie de faire quelque chose. Alors ça peut être un tweet, ça peut être retweeter un tweet qui a déjà été fait, ça peut être poster un article canadien anglophone qui aurait été traduit en français, partager des liens. On raconte une histoire, et une histoire bien racontée, ça a une puissance énorme. Et donc, je répète, Gikuya Kusen, soyez conscients de ce qui vous entoure. On a vraiment une occasion unique ici. Donc, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Chaque geste est important. Et il faut voir que la Terre nous envoie des fréquences, elle nous envoie un message, un avertissement. La semaine dernière, à Ottawa, la capitale du Canada, il y a eu une tornade. Mais honnêtement, jamais on a entendu parler d'une tornade à Ottawa. C'est impossible, c'est improbable. C'est pas le Midwest, c'est pas le Kansas, il n'y a pas de tornade à Ottawa. Donc, la nature, la Terre nous envoie un avertissement. On entend parler des ouragans qui ont lieu en ce moment en Caroline du Nord. Ça aussi, c'est un message. Donc, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour être plus unis, plus proches de cette Terre. Donc, rappelez-vous de ce message des anciens, Gekuka Yusen.
I'm a strong believer in education, which means that logically, I must also be a strong believer in the power of miseducation. And I believe that we have all been miseducated. I live in the United States, where all levels of government are controlled by people who deny the scientific fact of climate change. And we know why that is. It's not these people are crazy. There are specific people behind this. The biggest donor this election cycle, and many election cycles running, is called Koch Industries. Two brothers, the Koch brothers. They are, you can check it out. It's public information. They're the biggest donors this election cycle, and they have been for many election cycles running. They fund people to deny scientific fact. Another example, the Mercer family. They used to fly under the radar. They recently became more, people know about them now because there was a story about Cambridge Analytica. Some of you might have heard about it. They rigged our election. They stood behind Donald Trump. These people are leading, are funding with millions of dollars purposeful campaigns to deny scientific consensus. Purposeful campaigns to deny scientific consensus with millions and millions of dollars. They are also influencing our most prominent cultural institutions. Right now, Rebecca Mercer of the Mercer family, the Mercer Family Foundation that funds climate denial, is on the board of the American Museum of Natural History. I will say that again. A person who funds climate denial, who denies scientific fact, is on the board of the most prominent natural history museum in the world. We've been miseducated. That's the truth. On the other hand, if there are cultural institutions in your country, in our country as well, that do not make an effort to talk about the biggest issue of our time that will be measured in geology. It'll be measured for thousands and thousands of years to come. If you dig it up, we live in a different geological age. We are all living in a new geological age caused by humanity. It's called the Anthropocene. I think that the fact that we live in a new geological age is relegated to an educational term like Anthropocene, that not every single cultural institution, be it a school, be it a museum, be it the ads you see on TV, are not informing you as French citizens, as us, as Canadians, as Americans, that this is the reality we face, is outrageous. It's outrageous. There are politicians who will yell about immigrants, who will yell about all kinds of other issues that are not issues. Yet, I walk down the street, and there's not something telling me, a billboard, a public announcement, that we live in a new geological age. So there are people who are purposefully lying to us, and our cultural institutions at the same time are not giving it to us straight. And that's what we need. That's their job. Oui, je crois dans le pouvoir de l'éducation. C'est extrêmement important, mais je crois aussi qu'il y a la contre-éducation ou la mauvaise éducation ou le fait de nous induire en erreur. Ça, c'est aussi un phénomène qu'il faut explorer. Actuellement, au gouvernement américain, nous avons des personnes au pouvoir qui sont des climato-sceptiques, qui ne croient pas dans des faits scientifiques qui prouvent que le changement climatique est en train de s'opérer. Et ce n'est pas parce qu'ils sont fous,
Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est parce qu'en fait, ils sont financés par des personnes dont c'est l'intérêt de nier le changement climatique. Je prends par exemple les frères Koch aux États-Unis, vous pouvez les chercher sur Internet, K-O-C-H. Ils sont des plus grands donateurs pour les campagnes électorales aux États-Unis. Et ils financent des campagnes électorales pour promouvoir des candidats qui vont nier la réalité du changement climatique. Je pourrais vous parler aussi de la famille Mercer. Vous avez peut-être entendu parler du scandale Cambridge Analytica dernièrement. C'est une question de fraude électorale concernant l'élection de Donald Trump. C'est une famille qui contribue des millions et des millions à des candidats, encore une fois, pour nier le changement climatique, pour nier la science. Et donc, on trouve aussi dans nos milieux culturels, dans nos institutions culturelles, qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'information qui est faite sur le changement climatique, parce que ces mêmes familles vont financer nos institutions culturelles. La famille Mercer, par exemple, finance le Musée américain de l'histoire naturelle. Je répète, Rebecca Mercer de la Fondation Mercer est au conseil d'administration du Musée américain de l'histoire naturelle alors qu'elle nie les faits scientifiques du changement climatique. Je suis quand même outrée. On nous apprend des choses qui ne sont pas vraies, on ne nous apprend pas la réalité. Et dans tous nos pays, nous devons exiger que nos institutions culturelles se mettent à communiquer sur des questions qui sont des vraies questions de notre vie. Oh, les politiques, les hommes politiques, ils aiment bien parler de l'immigration, de ci et ça, mais les vraies questions, est-ce que quelqu'un vous a dit que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire une ère qui a été créée par l'effet de l'homme? On parle de ce mot peut-être à l'école, mais est-ce qu'on voit des fois une publicité à la télévision ou une pancarte dans la rue qui nous apprend quel est ce phénomène, quelle est cette réalité? Moi, je suis outrée de voir le non-discours des hommes politiques qui refusent de s'adresser à ces questions essentielles. On apprend des choses sur l'immigration, mais rien sur cette ère géologique dans laquelle nous sommes entrés. Donc, on nous ment et nos institutions culturelles ne nous informent pas. On vous aurait encore écouté pendant longtemps, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Bon, Julian a parlé des lobbies, mais on aurait pu effectivement développer un peu cet aspect très important. D'une certaine manière, ça revient à ce que disait Eric au début, cette notion de résistance, qui est quelque chose de fondamental. Et je pense que c'est sur ce mot que nous allons nous quitter, en vous remerciant du fond du cœur de nous avoir apporté cet éclairage. Merci à tous.